Oubliez la leçon de la tragédie du Hazel. Au stade de Wembley à Londres, plus de 100 blessés, des dizaines de supporters arrêtés à l'occasion du match de football Angleterre-Écosse. Les prix flambent à Paris, non seulement celui des appartements, mais surtout les rares terrains disponibles qui atteignent des sommes astronomiques. Il y avait les médecins, il y a aujourd'hui les vétérinaires sans frontières, mais leur combat est le même, puisqu'en soignant les animaux, le bétail, ils permettent aux hommes de vivre. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le rugbyman français Pierre Albaladejo qui a l'habitude de dire que le sport doit transformer les voyous en gentlemen et pas l'inverse, sinon il n'a aucun intérêt. Eh bien malheureusement, je crois que c'est cette dernière solution que l'on doit retenir à propos des supporters britanniques qui, 3 ans après la tragédie du Hazel, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe entre la Juventus de Turin et Liverpool, ont récidivé hier lors de la rencontre Angleterre-Écosse de football au stade de Wembley à Londres. Bilan, une centaine de blessés, des dizaines d'arrestations à la suite de bagarres violentes avant, pendant et après le match. À tel point qu'aujourd'hui encore, la police britannique restait mobilisée pour surveiller le retour des trains de supporters vers l'Écosse. Thierry Calmette. Le retour des Écossais, visage tuméfié, démarche d'ivrogne, t-shirt aux couleurs d'une marque de bière. Aujourd'hui, les policiers londoniens s'efforçaient de contrôler les gares et les stations de transport. Hier soir, un jeune homme de 22 ans se blessait grièvement en tombant dans le métro. Un autre se tuait en passant par la portière d'un train. Les hooligans ont bloqué des rames de métro en brisant les vitres des wagons, immobilisant des milliers de personnes entre 2 stations. Stade de Wembley, samedi, match de football Angleterre-Écosse. En fait, une bagarre générale entre bandes de hooligans. 90 blessés dans les tribunes. La tragédie du Hazel n'a pas servi de leçon aux supporters britanniques. 165 personnes ont été interpellées par la police, plus d'une centaine à l'intérieur du stade, les autres au cours de Rix, dans les rues. Le résultat du match, peu importe, hier à Wembley tout le monde a perdu, le sport et le football britannique. François Mitterrand, le chef de l'État, n'a pas dérogé à la promesse qu'il avait faite pendant la Résistance. Ce matin, comme chaque année, le jour du dimanche de la Pentecôte, en compagnie de plusieurs de ses amis, de ses fidèles, devrais-je dire, il a gravi la roche de Solutré, près de Mâcon, dans le Morvan. Et comme la tradition le veut également, au sommet, il a discuté à bâton rompu avec les journalistes qui l'avaient accompagné. Le principal thème, le seul d'ailleurs abordé, celui de l'ouverture politique à venir. Rachid Arabe. Solutré, site préhistorique vieux de 20 000 ans, est devenu site historique depuis la réélection de François Mitterrand le 8 mai dernier. Les cartes postales en font foi. Comme chaque année depuis 1946, François Mitterrand a gravi aujourd'hui facilement la colline qui évoque pour lui tant de souvenirs de la résistance. L'occasion pour le président de la République de retrouver quelques vieux amis, des fidèles. Moment de réflexion, même si la foule des journalistes et des curieux est chaque année plus dense. On va les semer un peu quand même. Non? Oui, comme vous voulez. Vous trouvez ça comme ça? Ah ben non, mais c'est Moment de méditation aussi, c'est devenu une tradition. Chaque dimanche de Pentecôte, le président profite de cette promenade sportive pour discuter avec les journalistes des questions de l'heure. Cette année, l'échange a bien sûr porté sur l'ouverture du paysage politique. Une ouverture que François Mitterrand aurait aimé plus large, mais le président pense que les ralliements seront plus nombreux pendant et surtout après les élections législatives. Et le chef de l'État d'ajouter, l'ouverture ne se fait pas dans la théorie mais dans la pratique. Pour le président, il n'est pas sain qu'un parti seul gouverne. Les formations politiques ont du mal à le comprendre, même les socialistes, précise François Mitterrand, qui ajoute tout de même: le rassemblement se fera de toute façon, la volonté populaire finit toujours par s'imposer. Moi, conclut-il, je me contente de donner l'exemple. À Solutré aujourd'hui, le président s'est voulu aussi rassembleur que pendant la dernière campagne électorale. Alors à propos de cette fameuse ouverture au centre, le président des centristes du CDS, M. Meignery, a déclaré: au lieu de nous accuser d'avoir dit non, les socialistes devraient plutôt s'interroger sur la manière dont ils ont voulu acheter des hommes, dont ils veulent soumettre les centristes, alors que l'ouverture ne peut se faire que sur le respect des partenaires et des actes de gouvernement. Déclaration à l'agence France Presse.
À Solutré, le chef de l'État n'a pas voulu répondre aux questions à propos de l'affaire de la grotte Nouvéa en Nouvelle-Calédonie, à la suite des révélations publiées hier dans le journal Le Monde qui présentaient des extraits d'un rapport écrit par le capitaine Le Gorju, commandant des gendarmes du GIGN, qui ont participé à l'assaut. Ce soir, en prenant en compte ce rapport, plus les résultats de son enquête personnelle, Hervé Brusini nous présente une série de questions-réponses, lorsque c'est possible, sur, premièrement, les différentes solutions envisagées pour mettre un terme à la prise d'otages, deuxièmement, l'importance de la politique, c'est-à-dire de l'élection présidentielle dans le circuit des décisions prises là-bas, sur place, enfin, troisièmement, les conditions dans lesquelles est mort le chef des preneurs d'otages. Comment fallait-il intervenir à Ouvéa? Sur cette question, tous les trois ont largement débattu. Le 30 avril à 17 h, une réunion rassemblait le général Vidal, Bernard Pons, ancien ministre des Dom-Tom, et Philippe Le Gorju du GIGN, mais également d'autres responsables de l'opération. Tous les scénarios ont été passés en revue. Parmi les hypothèses de travail, la bombe de 250 kg, le napalm, c'est ce que le chef du GIGN affirme dans les extraits de son rapport publié par le journal Le Monde. Mais entre tous ces hommes régnait le désaccord. Un haut gradé aurait même proposé d'envoyer sa démission si les solutions dites de vive force l'emportaient. Certains parleront d'un heurt entre brevetés, carriéristes et hommes de terrain. À 19 h, Bernard Pons et le général Norlin quittaient la salle, mais la discussion continuait. Elle allait porter sur l'opportunité même de l'assaut. C'est l'autre point d'interrogation de cette affaire. Fallait-il provoquer l'intervention? Parlant à la troisième personne, le patron du GIGN date du 3 mai, soit 2 jours avant l'action, ce constat précis, rapporté par Le Monde toujours. Les autorités font comprendre au capitaine Le Gorju que l'opération militaire devient maintenant l'unique solution envisagée. Une autre stratégie, le dialogue était-il encore possible? Y a-t-il eu précipitation? Pour des raisons d'échéance électorale ou parce que dans la grotte la tension était extrême? De fait, dans son rapport toujours, le capitaine Le Gorju semble évoquer tout à la fois les deux hypothèses. Dernier point, dans quelles conditions précises 3 indépendantistes ont-ils trouvé la mort? Les témoignages ont mis en cause le comportement des militaires. Y a-t-il eu des hommes abattus alors qu'ils se rendaient? Le chef du commando, Dianou, blessé à la jambe, est-il mort faute de soins ou à la suite de brutalité? Quel rôle a joué le régiment d'infanterie de marine du Pacifique? Beaucoup de questions, décidément. Une enquête est en cours. Hors des groupes de pression politique ou militaire, un homme pourrait apporter sa part de vérité, un ex-otage, le substitut Bianconi, mais il reste silencieux. Quant à l'ancien ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, M. Bernard Pons, il tiendra mardi une conférence de presse. Mais pour lui, il l'a déjà déclaré à nos confrères d'Europe 1, dès lors que l'opération avait été décidée sur le plan politique, la technique relevait des techniciens, c'est-à-dire des militaires sur place, d'après M. Bernard Pons. Par ailleurs, M. Pons dément que la politique est primée sur les considérations humanitaires, ajoutant le commandant Le Gorju affabule, il nous a dit une chose à une époque et il raconte autre chose maintenant, il devra s'en expliquer devant la justice. En Nouvelle-Calédonie toujours, mais sur le plan politique cette fois-ci, la mission de dialogue envoyée par le Premier ministre Michel Rocard a commencé ses consultations. Martine Laroche-Joubert. C'est Monseigneur Calvé, évêque de Nouméa, qui avait été proposé comme médiateur dans l'affaire d'Ouvéa, que rencontreront d'abord demain les 6 membres de la mission de conciliation. Déjà ce matin, il a lui-même accueilli à la cathédrale l'un d'entre eux, Monseigneur Guy Berthaud, recteur de l'Institut catholique de Paris, qui a célébré la messe de Pentecôte. La mission vient donc d'établir son calendrier pour les 15 premiers jours, accueil de personnalités à Nouméa, rencontres sur le terrain, dans la Grande Terre et dans les îles. Un programme assez vague pour, semble-t-il, leur permettre de préparer au mieux les conditions de dialogue avec des hommes de tous bords. Une mission qui n'a évidemment rien à voir avec celle envoyée par le ministère de la Défense dans le cadre d'une enquête de commandement sur l'affaire d'Ouvéa. 2 inspecteurs généraux de l'armée de terre et de la gendarmerie vont arriver ici et rencontrer bien entendu le général Vidal, accusé d'après un rapport publié dans Le Monde, je cite, d'avoir souhaité une opération de force, quelles qu'en soient les conséquences. Pour le moment, à Nouméa, un mutisme total et de règles sur cette affaire à l'état-major des armées. La politique, en bref, encore, c'est promis, une phrase d'Arlette Laguillet seulement à la fête de lutte ouvrière, dénonçant les dangers de l'ouverture vers le centre dont on parlait tout à l'heure. Elle déclare « Les socialistes se sont transformés à Marseille en marchand de tapis », allusion à la candidature à la députation de l'industriel, à Marseille précisément.
En ce dimanche de Pentecôte, les charismatiques de l'Église de France organisaient un rassemblement de près de 14 000 personnes au Bourget, près de Paris. Les charismatiques sont des chrétiens que l'on pourrait définir ainsi. Ils ont décidé de vivre très intensément leur foi, ils sont très démonstratifs et cela se concrétise par des manifestations physiques, au sens premier du terme. Jean-Claude Darigo, Noël Alexandre. On les appelle les charismatiques. Pendant longtemps, ils ont fleuri à l'intérieur des églises protestantes. Depuis 20 ans, le mouvement a gagné l'église catholique. Sa particularité, vivre sans complexe la foi chrétienne et témoigner que ça rend heureux. Les charismatiques se recrutent dans tous les milieux sociaux. Ils accueillent dans leur rang des chrétiens de vieille souche, mais aussi des personnes dont les itinéraires ont été parfois très houleux. Je me suis converti il y a 3 ans, après une vie de patachon, où j'ai cherché à travers tout un tas d'expériences de drogue, de sexualité, de spiritisme. J'ai fait tout un tas de recherches. J'étais guérie seulement par Dieu, comme ça. Je dis toujours en direct du producteur au consommateur. C'est-à-dire que quand je buvais, quand je m'apercevais de ce que j'étais moche et sale, que je voyais les clochards, je me disais tu vas devenir comme ça. Et je demandais à Dieu de m'enlever le verre. À chaque fois que je prenais la bouteille d'alcool, je lui demandais de me la retirer. Je lui disais c'est toi mon créateur, tu peux pas le laisser faire. Alors la foi, ça guérit vraiment? Oui. Moi je le sais par expérience et c'est ce que je voudrais dire à tous en prenant le chemin que j'ai pris. Manifestement, ils y croient, ces catholiques d'un nouveau genre, et en plus, ils le montrent. Une question cependant, très différente dans l'expression de leur foi, comment sont-ils perçus par les autorités de l'Église? C'est une formidable espérance parce qu'il y a des gens extrêmement divers qui se convertissent. L'Esprit Saint, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire la force de Dieu qui touche les cœurs, leur fait découvrir à la fois leur péché et le pardon, et les rend capables d'aimer et de pardonner, et de témoigner de la foi. C'est une espérance formidable. Pas question d'être déçu, c'est la mise en garde de la Fédération de conseil de parents d'élèves de l'enseignement public, l'ancienne fédération Cornec à son origine, appelle à l'adresse du ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin. Cette fédération, qui est à gauche, reprend le flambeau de la laïcité de l'enseignement en France et veut s'intéresser aux jeunes exclus du système scolaire, tous les jeunes de 16 à 20 ans qui quittent chaque année l'école sans formation. Chantal Quimerlin, Franck Brisset. Avec pour slogan « Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple », la Fédération des conseils de parents d'élèves a donné le ton à son congrès, celui de la défense de la laïcité de l'école. La priorité, la toile de fond de mon combat, c'est essentiellement la laïcité, le fondement de la tolérance et de la liberté. En rappelant qu'elle est résolument ancrée à gauche, la FCPE se déclare aujourd'hui pas mécontente du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, François Mitterrand commence un 2e septennat. Pas de triomphalisme, pas de confiance aveugle, mais la satisfaction de voir élu un homme qui est à l'écoute de notre message, en portant les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous nous trouverez derrière vous. Bonne chance, Monsieur le Président, car ce combat est aussi le nôtre. En refusant cependant de s'en remettre à un ministre gâteau, la FCPE mobilise ses militants sur 3 grandes priorités. Le vote immédiat d'un collectif budgétaire pour faire face aux carences les plus criantes dès la rentrée de septembre. La mise en place de la loi programme pour l'éducation qui engagerait financièrement l'État pour les 10 années à venir. L'Europe, enfin, pour préparer l'échéance de 1992. La FCPE suggère la nomination d'un commissaire européen à l'éducation. À l'étranger, je retiens essentiellement aujourd'hui la conférence du Parti communiste hongrois qui n'est pas encore achevée à l'heure qu'il est, mais beaucoup d'éléments se conjuguent pour dire, sans encore bien sûr pouvoir l'affirmer, que M. János Kadar, l'actuel premier secrétaire du PC hongrois, sera remplacé par son Premier ministre, Károly Gross, 57 ans. M. Kadar est âgé de 76 ans, lui, il est à la tête du pays depuis 32 ans maintenant. C'est en 1956, après l'intervention des chars soviétiques à Budapest, qu'il a pris le pouvoir dans ce pays qu'il a peu à peu sorti de l'uniformité des autres satellites de Moscou. François Cornet. Visage impénétrable qu'aucun sourire ne vient éclairer, le vieux lion du Parti communiste, comme on le surnomme à Budapest, aura 76 ans effectivement dans quelques jours.
On le dit fatigué, usé par 32 ans de pouvoir et donnant aujourd'hui l'impression de tenir un rôle de routine dans la Hongrie de 1988 qui n'arrive plus vraiment à le passionner. 76 ans. Il n'en avait que 44 lors de l'insurrection de 1956 et l'intervention des soviétiques venus le mettre en place à la tête du pays. Un soulèvement populaire après des manifestations répétées pour la libéralisation du régime qui sera écrasé en quelques jours par les chars russes et qui fera plus de 3000 victimes hongroises. Le pouvoir de János Kadar, cependant, ressortira intact de cette insurrection. Après une longue période difficile avec l'Église catholique, il fera le voyage du Vatican et inversera les rapports avec le Saint-Siège, tombé au plus bas après l'emprisonnement en 1955 du primat de Hongrie. Tout au long des années, János Kadar fera adopter des réformes politiques et économiques qui feront de la Hongrie l'un des satellites les plus libéraux et prospères du bloc soviétique jusqu'à la crise économique que connaît le pays depuis ces dernières années. Ses liens avec Moscou restent solides. Le nouveau chef du Kremlin est venu lui rendre visite. Kadar a également multiplié les contacts avec le monde occidental. Mais aujourd'hui, on dit à Budapest que le langage du vieux lion est en décalage avec les exigences réformistes et que János Kadar est maintenant un homme du passé. Il y avait jusqu'à présent les médecins sans frontières, il y a aujourd'hui les vétérinaires du même nom. Leur vocation n'est d'ailleurs pas éloignée de celle des premiers. En effet, en soignant les animaux, le bétail dans les pays en voie de développement, ce sont les populations, les hommes, les femmes, les enfants qu'ils sauvent. Valérie Fourniou, Christian. L'animal est encore l'avenir de l'homme. Ces vaches françaises mangent à leur faim. Dans les pays du tiers-monde, une vache maigre signifie des enfants maigres. Plus de vaches et c'est la famine, la mort des hommes. En soignant le cousin africain de cette vache, un zébu, on va permettre à ce zébu de faire plus de lait et donc de nourrir des dizaines d'enfants régulièrement au sein d'une famille qui vit traditionnellement avec ces animaux. L'animal, un soutien pour l'homme, une aide indispensable. Intervention d'urgence, vaccination de troupeaux et développement d'élevage, Vétérinaires sans frontières est présent partout, où la sécheresse, les épidémies et la guerre déciment les animaux et les hommes. Les conclusions. Retour d'Afghanistan, départ pour le Guatemala, Vétérinaires sans frontières multiplient les missions, leur aide s'accorde avec celle des organisations médicales. Nous sommes sollicités par les organisations médicales, ça a été le cas notamment sur des pays comme l'Afghanistan ou comme le Guatemala, où ce sont les organisations médicales qui ont demandé notre intervention parce qu'elles étaient sensibles à des problèmes de malnutrition ou motivées par l'intérêt d'avoir des animaux autour de ces missions. Lassés par la routine et tentés par l'aventure, ces vétérinaires se sont découverts une vocation commune, soigner les animaux pour que les hommes ne meurent pas comme des bêtes. D'un monde à un tout autre. Paris rejoint les grandes villes du monde comme Londres, New York, quant au prix de vente astronomique atteint par les appartements anciens, plus de 16% en 1987. Mais surtout le prix des terrains. Ils sont relativement rares ces terrains et l'on ne calcule plus leur prix au mètre carré. Elisabeth Esley. Rue de Fleurus, 6e arrondissement, l'un des plus chers. Cet immeuble vétuste appartenant à l'Alliance française, racheté par un promoteur, va faire place à une résidence de luxe. Prix du mètre carré de terrain, 17 500 francs. En 2 ans, les terrains ont augmenté de 70 à 80%, plus que les appartements qui ont doublé. Paris avait, semble-t-il, un retard à rattraper. Nous nous sommes aperçus depuis 2 ans que Paris étant l'une des capitales les plus recherchées, ainsi que New York et Londres, était bien en dessous des autres capitales. Notamment Londres où les prix étaient pratiquement le double ou le triple de chez nous. Le terrain, c'est la matière première. On comprend qu'il flambe au moment où on multiplie les mises en chantier, encouragées par la baisse des taux d'intérêt, des mesures fiscales incitant à l'investissement et un relèvement du coefficient d'occupation des sols. Les mètres carrés disponibles se font donc rares, d'autant que les particuliers ne sont nulle part propriétaires de terrains nus. Ce qu'ils possèdent, ce sont des immeubles anciens, vendus à des promoteurs qui construisent du neuf à la place. Mais à quel prix en moyenne le mètre carré? Le prix du mètre carré de terrain à Paris, ça n'existe pas. Je connais le prix d'un terrain, je ne connais pas le prix d'un mètre carré de terrain. Pourquoi? Quand un terrain nous est proposé à la vente, nous regardons d'abord ce que nous pouvons y réaliser. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de mètres carrés de bureaux ou de logements que l'on peut construire sur ce terrain.
À partir de ce projet, nous déterminons le prix de vente possible de ce projet. C'est-à-dire le prix de vente, par exemple, des appartements. Ça nous donne une base de départ. À partir de là, nous déduisons tous nos frais, et en particulier le plus important, le coût de construction. Ce qui reste, c'est le prix du terrain. Le sport, tennis, c'est demain le grand jour sur Antenne 2 et FR3, comme vous le voyez derrière moi, le début des internationaux de France de Roland-Garros. À tout seigneur, tout honneur, c'est au meilleur tennisman du monde depuis quelques saisons déjà, Ivan Lendl, que Lionel Chamoulot s'est adressé pour nous présenter ce tournoi 88. Drôle de début de saison pour Ivan Lendl. 2 défaites et un arrêt de quelques semaines suite à une fracture de fatigue au pied. Et puis un retour gagnant à Monte-Carlo et Rome. Ivan Lendl, numéro 1 solide, au moral et au jeu indestructible, pourtant le meilleur joueur du monde envie quelques coups de ses adversaires. What would you buy if you could from Connors? Probably return of serve. Wielander. Backhand lob. Pat Cash. Volley. Boris. Probably the power. McEnroe. Left-handed serve. I would like to have both right-handed and left-handed. That's right. Stefan Edberg. The spin on the serve. And the last one, the magician Yannick Noah, the entertainer. Well, Machir, the way he deceives the opponent with his shots. And Yannick Noah, I don't know, maybe the reach at the net. On va retrouver pendant 15 jours les habitudes, les tics d'un Lendl ambitieux à Paris, mais moins sûr de son tennis en ce moment. Well, of course, I would like to win, and you know, my game right now is not as good as I would like it to be, but it's always good to have something to improve on. I think that Paris is a special tournament for you, no? Definitely, it was the first Grand Slam tournament I won in 1984, and I always have nice memories, and winning 3 times all together is nice, and I'm going to try very hard to make it 3 in a row now. Lendl, dessiné sur la façade de l'immeuble d'Antenne 2, vous rappelle en français quelle est la chaîne de Roland Garros. Le tennis sur la 2. Bravo. Okay? Parfait. Okay, good luck for you. Eh ben, c'est pas si mal. Et si Lendl doit encore s'améliorer, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Demain matin, donc, à partir de 11h, Roland Garros sur FR3. Et puis sur Antenne 2, à partir de 14h40, avec les journalistes de la rédaction sportive de notre chaîne. Un deuxième titre pour les hommes au championnat d'Europe de judo en Espagne après le français Fabien Canu, victoire de Bruno Carabetta dans la catégorie des moins de 65 kilos. Un titre pour les femmes également, Catherine Arnaud, championne d'Europe dans la catégorie des moins de 56 kilos. Moto, Grand Prix d'Italie dans la catégorie des 250 cm3, victoire du français Dominique Sarron sur Honda. Thierry Blanco. Sarron malheur, Christian à terre, inanimé, mais chute sans gravité, juste quelques points perdus au championnat du monde et une belle frayeur sans doute. Sarron gagneur, Dominique leader, le plus jeune des 2 frères sur la plus haute marche du podium, 3e victoire en Grand Prix. Meilleur temps des essais, départ réussi, et il a bien fait Dominique car vous allez voir, c'est chaud, très chaud, dès la première chicane. Course menée de bout en bout, Dominique Sarron est ce soir 4e au classement du championnat du monde. Lawson, roue arrière pour une victoire en 500 dans l'autre catégorie, mais regardez ce qui se passe juste après la ligne d'arrivée. Le japonais Taira vient de percuter le français Raymond Roche, bilan, fracture ouverte du pied gauche pour le pilote français. Le Festival de Cannes, à la veille du palmarès, présentation du film français de Francis Giraud, L'enfance de l'art, une sorte de remake d'Entrée des artistes de Marc Allégret, c'était en 1938. Francis Giraud, professeur au Conservatoire de Paris, fait jouer ses propres élèves et observe donc leurs relations, leurs comportements et leurs intrigues amoureuses. Nicole Cornu-Langlois. Des élèves du conservatoire découvrent la plage avec leur professeur dans la vie, Francis Giraud, réalisateur d'un documentaire fiction qui raconte leurs espoirs et leurs déceptions, un peu comme dans un certain film célèbre. C'est une entrée des artistes, mais retournée.
C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à la personnalité du professeur, Jouvet en l'occurrence dans le film d'Allégret, là ça s'intéresse à la classe. C'est la chronique d'une promotion en dernière année de conservatoire. Donc c'est pas entrée des artistes, c'est sortie des artistes plutôt. Et c'est ainsi qu'une des élèves plus chanceuses que les autres réussit à tourner son premier film qu'elle découvre après des péripéties amoureuses. Mais ses amis n'ont pas tous le même succès. Je joue Marie dans le film, qui est une fille qui voit la vie du bon côté, c'est-à-dire que les événements passent sur elle et elle sait en tirer profit. Donc c'est un petit peu la gagnante de l'histoire. Contrairement à Simon, qui lui est le loser dans tous les domaines, affectif et professionnel, donc c'est une histoire tragique pour lui et il va en mourir. Et ce soir, comme dans le film, ils vont se voir sur grand écran. Mais eux en sortiront tous les deux gagnants. Elle fut à l'époque une pionnière du parachutisme féminin, un phénomène dans les années 50. Colette Duval, à qui nous rendons hommage ce soir, avait été mariée avec le cascadeur Gilles Delamarre. Elle vient de décéder des suites d'un cancer à l'âge de 58 ans. Parmi ses plus beaux exploits, un saut au-dessus de la baie de Rio à 12 000 mètres d'altitude et une ouverture de parachute à 3 minutes 18 secondes de chute libre. Performance jamais égalée jusqu'à présent. Colette Duval, sportive de haut niveau, était également très belle puisqu'elle était mannequin professionnel. Tous les passionnés d'aviation avaient rendez-vous cet après-midi à la Ferté-Alais dans l'Essonne pour le grand meeting annuel rassemblant des avions venus du monde entier, des appareils aux noms célèbres qui ont jalonné l'histoire de l'aviation mondiale de 1900 à nos jours. Patrice Velay, Philippe Melu. Une centaine de drôles de machines de toutes les couleurs et environ 30 fous volants réunis pour la fête de l'aviation. Vieux coucou d'époque ou copies conformes, fruit d'un long travail de reconstitution. Le Morane de Roland-Garros, par exemple. En 1913, il était au rendez-vous de l'histoire. Son exploit, la première traversée de la Méditerranée. Un avion, en fait, presque un ULM. Aux commandes, Jean Salis, le fils d'un des pionniers de l'aviation. C'est un avion sur lequel j'ai beaucoup participé à la construction, puisqu'il a fallu 3700 heures pour le remettre en état. Alors vous savez, quand vous travaillez sur quelque chose et qu'ensuite vous le pilotez, vous le conduisez, c'est quand même un atout supplémentaire. Et ses qualités, c'est quoi? Des grandes performances de décollage, ça décolle très court, ça monte très vite et ça vole assez rapidement puisque ça vole en gros à 130 km/h. Acrobatie et vol de précision à la limite du décrochage. Et attention aux grands frissons. C'est un problème surtout de conception du vol, du numéro, éliminer tout ce qui peut être tangent et risqué. Et après, on s'entraîne en fonction de ce qu'on a décidé de faire et on n'en bouge plus. Nostalgie aussi, la Ferté-Alais, retraite de rêve pour pilote de ligne, la passion du vol qui remonte le temps. Un très grand plaisir parce que je me sens tout jeune. Ça me rajeunit, ça me rappelle les années de la guerre quand j'ai appris à piloter sur ce même type d'avion. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Le tiercé de cet après-midi, pour gagner, il fallait jouer le 17, le 8 et le 9. Ça rapporte 20 874 francs. Et dans un ordre différent, 2860. Quant au quartet et au trio, vous allez les voir s'inscrire. 17 8 9 2, 123 960 francs et 60 centimes, 5 043 francs 60 et le trio 683 francs. Voilà, notre journal est terminé. C'est Philippe Gassot qui vous présentera 24 heures sur la 2 à partir de 23h30 avec ce soir un dossier sur les enfants handicapés moteurs. Le comédien Michel Creton, qui sera son invité ce soir, s'est mis en tête de faire construire des centres où ces enfants handicapés moteurs pourront être accueillis pendant toute la durée de leur vie. Et puis demain matin, dans les 4 vérités, puisque Roland-Garros commence demain après-midi, Philippe Chatrier, le président de la Fédération internationale de tennis,
sera l'invité des 4 vérités à 7h45. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.